Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Le café pour sauver la forêt tropicale au Mozambique. Les planteurs ont réussi à reboiser une partie du parc du mont Gorongosa grâce à leur culture. De Cotonou à Hollywood, elles sont en tête d'affiche, les Agogiers ou Amazones du Dahomey. L'histoire de ces redoutables guerrières est portée sur grand écran. Nous irons au Bénin sur les traces de cette armée d'élite féminine et de leur unique reine, Tassiangbe. Ces femmes d'exception seront également mises à l'honneur au sein du futur musée d'Abomey. L'architecte chargé de leur ériger un écrin, Françoise NTP, est notre invitée. La production de café était une culture pratiquement inconnue jusqu'à récemment au Mozambique. Aujourd'hui, elle participe à faire renaître le mont Gorongosa. Sa forêt tropicale a en effet en grande partie disparu en raison de la pauvreté et de la guerre civile. Ce projet de plantation de caféiers a par ailleurs permis de créer plus de 300 emplois. Récit de Shirley Sidbon. Le café ne réveillerait pas que les hommes. Ces plans semblent ramener à la vie cette forêt tropicale au cœur du Mozambique. Pendant des décennies, des combattants étaient retranchés dans cette réserve de Gorongosa. Ils abattaient des arbres pour faire pousser leur culture de subsistance, sans forcément réaliser qu'ils asséchaient la terre. Avant, la situation politique ici était très difficile. On ne pouvait pas travailler parce que les combattants du Frelimo et de la Renamo s'affrontaient ici. Depuis la fin du conflit, il y a 3 ans, des agronomes ont trouvé un moyen pour faire repousser les arbres tout en créant de la richesse. Ils ont importé la culture du café du Zimbabwe. Et puisque ces plants ont besoin d'ombre, les habitants plantent des arbres tout autour. Nous incitons les communautés à participer à la reforestation en leur fournissant un revenu additionnel. Nous créons ce revenu grâce au café, mais aussi en cultivant des variétés locales entre les plants comme les bananes ou les pois. Des cultures essentielles alors que les prix des aliments de base grimpent, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Le café, lui, est exporté avec grand succès, ce qui rapporte des revenus bienvenus aux habitants de la région. Longtemps oubliées des livres d'histoire et de l'enseignement scolaire, les Amazones du Dahomey font désormais la fierté du Bénin. Les Agogiers, ou Mino, qui signifie mère en langue fon, constituaient une unité d'élite entièrement composée de femmes. Ces guerrières d'exception ont protégé le royaume du Dahomey au XVIIIe et XIXe siècle et notamment combattu les colons français. Notre correspondante Emmanuelle Sodji s'est rendue sur leurs traces. Dans l'actuel Bénin, les vestiges du Dahomey, l'un des plus puissants royaumes d'Afrique de l'Ouest au XVIIIe siècle, s'étend sur près de 48 hectares. Les Amazones ont été vaincues par les troupes coloniales françaises, mais leurs danses et leurs chants de guerre sont restés intacts depuis 4 siècles. Elles s'enveloppent de courage en exécutant cette chorégraphie et ces chants forts. Elles constituent une meute de hyènes qui est assoiffée de sang. À l'origine de cette troupe d'élite, appelée Agodje en langue locale, c'est la reine Tassiangbe, seule femme à avoir régné. Ayant pris le pouvoir par accident à la mort de son frère jumeau, le roi Akaba, elle décide de se travestir en homme. Elle crée une garde rapprochée, 100% féminine, parce qu'elle se méfie des hommes qui ne concevaient pas sa présence au pouvoir. La reine elle-même allait à la guerre, même quand elle était enceinte et aussitôt après avoir accouché. Les hommes la méprisaient, elle n'avait pas confiance en eux. C'est donc ce régiment de femmes qui l'a aidée à régner. Malgré tout, son règne n'a duré que 3 ans. Un de ses frères l'a fait abdiquer en tuant son fils. De l'histoire de la première des Amazones, l'actuelle représentante a hérité cette massue, symbole du pouvoir. Il reste peu d'objets ayant appartenu aux Amazones du Dahomey, la plupart ayant été emportés par les troupes coloniales françaises. Elles ont toutes une dague comme ça, fixée à la ceinture. Elles avaient également une arme blanche qu'on appelait la dent, qui est métallique pour égorger les soldats ennemis. Cette fabuleuse histoire des Amazones, surpassant les hommes, a tenté d'être effacée. Ce jour-là,
Gabin Djimassé est tout heureux d'annoncer à ce descendant d'Amazone la sortie d'un film en Occident qui évoque leur histoire. Je suis content qu'il y ait un film, car ça fait la promotion de ma culture, de mes origines. Les femmes se sont sacrifiées pour la défense de ce pays, mais plus personne n'en parle. Aujourd'hui, justice est rendue. Quel que soit le contenu du film, l'essentiel qu'on en parle. Longtemps, la vie de la seule femme régnante de l'actuel Bénin a été occultée dans les programmes scolaires. Désormais, les Béninois sont fiers que l'histoire de la première des Amazones et de son corps de femme soldat fasse le tour du monde. Les Agodiers qui prennent d'assaut les salles de cinéma, The Woman King est déjà un succès au box-office. Le film, qui prend quelques libertés avec les faits historiques, raconte l'histoire de combattantes hors du commun menées par la générale Naniska, interprétée par l'actrice oscarisée Viola Davis. Je vous propose de regarder un extrait du film pour voir à quoi ça ressemble. Our ancestors push us to march into battle against those who enslave us. When it thunders, our ancestors demand we rip the shackles of doubt from our minds and fight with courage. We fight not just for today, but for the future. We are the spear of victory. We are the blade of freedom. Ériger un édifice pour ressusciter le royaume du Dahomey et ses 3 siècles d'histoire, c'est la mission confiée à notre invitée Françoise NTP, architecte à la tête du cabinet éponyme qui a conçu le futur musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors avant de parler de ce chantier ambitieux, une réaction au succès de The Woman King. Selon vous, est-ce que le triomphe du film pourrait, à l'instar du film Black Panther, marquer une nouvelle étape salutaire et secouer un Hollywood traditionnellement très blanc ? Oui, clairement, je pense que ça va dans la continuité du film Black Panther. Ça fait quand même déjà depuis quelques années qu'il y a des Américains, en tout cas afro-américains, qui s'intéressent à leur culture d'origine, on va dire, africaine. Et c'est bien que ça vienne enfin, on va dire, dans le mainstream, c'est-à-dire dans le grand public, et que ça soit en fait supporté par des grosses sociétés comme Disney pour produire et en fait vraiment expliquer ce qui se passe. Ouais. Oui, puis c'est le premier blockbuster porté uniquement par des actrices noires. Oui. Ça, c'est une nouveauté aussi. La femme africaine aussi est mise à l'honneur, donc ça, c'est vraiment bien aussi. Alors, je le disais, vous êtes donc chargé de concevoir le futur musée d'Abomey qui doit raconter l'histoire de l'un des plus puissants royaumes d'Afrique. Comment est-ce que vous avez pensé ce lieu de patrimoine ? Alors, c'est une mission qui n'est pas simple parce qu'évidemment, déjà, moi, je ne suis pas béninoise à la base, mais donc j'ai appris à connaître cette culture qui est très, très fournie, chargée. On connaît surtout la culture vaudou. Mais en fait, il y a effectivement une histoire liée aux palais royaux et au royaume du Dahomey qui a existé pendant 4 siècles, 4 dynasties de rois et une reine. Et en fait, moi, c'était le challenge un peu, c'était de pouvoir m'insérer dans ce site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui. Depuis 1985. Voilà, c'est ça. Et mon site, en fait, s'appelle la Cour des Amazones, donc c'est quand même aussi un symbole assez fort. Et l'idée, c'était pas forcément de faire un mimétisme des palais existants, mais au contraire de venir insérer une architecture contemporaine dans un lieu chargé d'histoire tel que ça l'est aujourd'hui. J'ai lu aussi que vous aviez pensé le parcours d'un point de vue africain. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Étant une architecte, en fait, moi, je travaille en France, mais voilà, il faut que je me place dans une culture qui existe déjà et que je réponde à un site et en fait un lieu qui a déjà sa propre histoire. Et donc l'idée, c'était pas de ramener une écriture architecturale qui n'a rien à voir avec son contexte, mais au contraire, emprunter des codes, des symboles, des façons de faire, des savoir-faire pour pouvoir faire un musée contemporain à l'africaine, si on peut dire comme ça. Vous avez d'ailleurs fait le choix d'utiliser des matériaux durables, naturels et locaux ? Oui, ça, c'était vraiment important pour moi dans ma démarche. C'est ce que je défends aussi, de toute façon, dans mes autres projets. C'est d'avoir vraiment une approche vertueuse. Aujourd'hui, on est vraiment aussi confronté à la problème de transition
écologique et environnementale. Et l'idée, c'était vraiment de travailler aujourd'hui, en tout cas pour ce site-là, avec des matériaux locaux, notamment avec la terre qui est très présente, qui est vraiment en plus un vrai symbole sur ce site en particulier. Donc travailler avec de la terre crue, aussi de la terre cuite, travailler avec évidemment des artisans locaux, le travail du bois aussi par exemple. Donc pour moi c'était très important d'avoir cette démarche vertueuse par les matériaux, mais aussi bioclimatique pour l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on pourra voir à l'intérieur du musée ? Alors, il y aura beaucoup de choses à voir. En fait, c'est un musée sur une civilisation. Donc, il y aura notamment les trésors nationaux, les 350 objets trésors nationaux. Mais parmi ces trésors aussi, il y a évidemment les 26 objets qui ont été restitués par la France dernièrement au Bénin, qui seront mis en valeur aussi dans toute la collection. Donc, ça va être un musée assez riche avec plusieurs étapes, un scénario qui a été mis en place par les scénographes et les muséographes. Justement, la scénographie qui a été conçue par l'agence Les Crayons fera aussi écho à la tradition orale qui est très importante dans la culture du Dahomey et du Bénin. Dans les civilisations, on va dire, africaines d'une manière générale, et Afrique de l'Ouest, mais aussi ailleurs, il y a beaucoup d'oralité, en fait. Il y a très peu de traces écrites, mais les choses se transmettaient par l'oral. Donc, évidemment, dans la scénographie, il y aura beaucoup de témoignages et d'explications orales de l'histoire et de la civilisation de ce royaume. Il s'agit de votre premier projet en Afrique. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que votre projet était retenu ? Évidemment, j'étais ravie. C'est une chance incroyable pour moi de commencer par un tel projet, en tout cas. Moi, j'avais fait d'autres projets, mais qui n'ont jamais abouti. Et là, commencer vraiment, se dire que je vais construire un musée aussi symbolique, pour moi, c'est une chance vraiment incroyable et unique, je pense. Merci Françoise NTP de nous avoir donné un avant-goût de ce à quoi ressemblera cet édifice qui doit ouvrir ses portes d'ici fin 2024. Danser sur l'eau au Mali, c'est le projet qui peut sembler fou du chorégraphe Lassina Koné, un rêve qu'il a réussi à rendre réalité avec l'aide de l'architecte Cheikh Diallo. Un premier bateau-résidence d'artistes vogue désormais sur les berges du fleuve Niger. La pirogue du Zémé va aussi accueillir des représentations de théâtre et des expositions photos. On écoute Lassina Koné. C'est un rêve qui vient de se réaliser et ce n'est pas juste sur le secteur de la danse, ce n'est pas juste sur le secteur artistique, mais il y a une nouvelle imaginaire qui va se poser sur ce fleuve Niger que moi, de tout mon enfant, je n'ai vu que des petits pirogues de pêcheurs qui sont sur ce fleuve et je pense que c'est plus que ça. Il faut que tout soit parfait, que le rêve soit parfait. C'est la fin de votre magazine. Merci pour votre fidélité et à très vite sur France 24.